Euh, Bonsoir Laurent Montlac. Je vous remercie d'être là aujourd'hui, 26 janvier 2026, veille du 81e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Ma formule habituelle, je suis heureuse de vous recevoir, ne convient évidemment pas, elle serait indécente. Ici, il s'agit d'émotions et de dettes. Vous allez nous parler d'une histoire très particulière à ce jour-là, unique, celle de votre grand-père et d'une lettre retrouvée. 7 lettres ont été retrouvées dans les camps d'extermination nazis, dans une bouteille en verre. 6 en yiddish, une seule est écrite en français. Et celle qui est écrite en français est celle de votre grand-père, Ernst Hermann Strassvogel, assassiné dans ce même lieu à Auschwitz-Birkenau. Elle a été retrouvée près d'un crématoire en 1945 et seulement correctement identifiée et attribuée en 2018. Je vais vous laisser la parole pour en parler. C'est à vous. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis également très ému de participer à cette présentation. Il y a dans la vie des événements qu'on pourrait qualifier de hasard, de coïncidence. Dans le cas de l'histoire que je vais vous raconter, celle de la lettre de Hersch Strasvogel, mon grand-père maternel, on ne pourra que constater qu'il y a eu une succession d'heureux hasards qui ont permis d'aboutir à la découverte de la lettre originale et d'en restituer la paternité à son véritable auteur. Mais avant de vous parler de cette histoire, je pense qu'il est nécessaire et important de connaître le contenu de cette lettre. Cette lettre a été lue dans son intégralité lors d'une émission de radio sur France Culture le 3 avril 2025, dans le cadre de l'émission Avec philosophie de Géraldine Mühlmann. Cette lecture a été faite par la comédienne Liliane Rover, elle-même survivante de la Shoah, et c'est cette lecture que je vais vous faire écouter. Vous verrez à l'écran, sur la partie gauche, la lettre manuscrite de mon grand-père, et sur la partie droite, la retranscription qui en a été faite par le mémorial de la Shoah. Bon, c'est Prière pas... d'un mourant de bien vouloir remettre ce pli au consulat de France ou à la Croix-Rouge internationale pour la faire suivre à l'adresse indiquée. Merci. Birkenau, le 6 novembre 1944. À mes très chères femmes et filles. Au début de juillet cette année, j'ai eu la grande joie de recevoir votre lettre, ce qui a été comme un baume pour mes tristes journées ici. Je la relis incessamment et je ne m'en séparerai pas jusqu'à mon dernier souffle. Je n'avais plus d'occasion de vous répondre. Et si je vous écris aujourd'hui au grand risque et péril, c'est pour vous annoncer que c'est ma dernière lettre, que mes jours sont limités. Et si un jour vous recevez cette missive, vous devrez me compter parmi les millions de nos frères et sœurs disparus de ce monde. À cette occasion, je dois vous assurer que je m'en vais calmement, et peut-être héroïquement, ça dépendra des circonstances, avec le seul regret que je ne pourrai vous revoir pour un seul instant. Néanmoins, je désire exprimer là quelques directives pour vous. Je sais que je n'ai pas laissé grand-chose matériellement pour assurer votre existence. Mais après cette guerre, avec une raisonnable volonté et les 10 doigts, chacun pourra vivre largement. Tâchez de vous associer avec un tricoteur pour travailler exclusivement à votre compte. J'espère que rien n'est perdu de ce que vous avez confié à vos amis. En cas de quelques difficultés, adressez-vous au président de notre société de secours mutuel qui se mettra dans l'affaire pour vous établir dans vos droits. Je n'oublie pas mon grand ami, Monsieur Rhys, à qui je pense souvent, qu'il veille sur vous. Une grande exigence que j'adresse à ma très chère et inoubliable Simone. Qu'elle suive sa vie, socialement et politiquement, comme elle a connu son père. Mon désir est qu'elle se marie le plus tôt possible, avec un juif,
et à condition d'avoir beaucoup d'enfants. Si la destinée m'a dépourvu de la succession de mon nom de famille, c'est à elle, à Simone, d'assurer mon petit nom, comme celui de tous les autres de la famille en Varsovie, qui sont tous disparus. À toi, ma chère femme, je te prie de m'excuser si des fois dans la vie on avait de petits différends. Maintenant, je vois qu'on ne savait pas comment chérir le temps passé. Ici, je pensais toujours, si par un miracle je sors, je vais refaire une autre vie. Mais hélas, c'est exclu. Personne ne sort d'ici. Tout est fini. Je sais, tu es encore jeune, tu dois te remarier. Je te donne carte blanche, je te l'ordonne même, car je ne veux pas vous voir endeuillé. Mais aussi, je ne veux pas donner un beau-père à Simone. Tâche donc de la marier le plus tôt possible, qu'elle renonce aux études supérieures. Après quoi, tu seras libre. Ne pensez jamais à revenir en Pologne. Cette terre maudite pour nous, c'est la terre de France qu'il faut chérir. Et là, mourir, à moins que des circonstances nous amènent ailleurs, mais jamais en Pologne. Il vous intéresse certainement de savoir ma situation. La voilà, en abrégé, car si je devais écrire tout ce par quoi je suis passé, depuis que je vous ai quitté, je devrais écrire toute ma vie. Notre transport, il se composait de 1132 personnes, a quitté Drancy le 2 mars 1943 au petit jour, et nous sommes arrivés ici le 4 mars au crépuscule, dans des wagons à bestiaux, sans eau. En descendant, il y avait déjà plusieurs morts et fous. 100 personnes étaient triées pour descendre dans le camp, parmi lesquelles j'étais. Le reste allait au gaz et dans des fours ensuite. Le lendemain, après avoir passé un bain froid et dépourvu de tout ce que nous avions eu avec nous, sauf la ceinture, que je garde encore sur moi, rasé même la tête, ne parlant pas des moustaches et barbiches, on nous a mis comme par hasard dans le fameux Sonderkommando. Là, on nous a déclaré que nous venions comme renfort pour travailler comme croque-mort ou comme Chevra Kedisha. 20 mois sont passés déjà depuis, il me semble un siècle. Il est pratiquement, ici, impossible de vous décrire toutes les peines, ce que j'ai vécu là. Si vous vivez, vous lirez pas mal d'œuvres écrites à propos de ce Sonderkommando, mais je vous prie de ne jamais mal me juger. Si parmi les nôtres il y avait des bons et des mauvais, je n'étais certainement pas parmi les derniers. Pendant cette époque, je faisais tout ce qui était en mon moyen, ne craignant ni risque, ni péril, pour soulager le sort des malheureux, ou politiquement, ce que je ne peux vous écrire. De sorte que ma conscience est pure, et qu'à la veille de ma mort, je peux en être fier. Au début, j'ai beaucoup souffert, même d'une famine formelle. Je songeais parfois à un bout de pain, plus encore à un peu de café chaud. Plusieurs de mes camarades sont tombés, soit par maladie ou simplement abattus. Chaque semaine, on en comptait moins. À l'heure actuelle, nous sommes restés deux seulement, de notre centaine. Il est vrai que beaucoup ont trouvé une mort plus ou moins glorieuse, en masse. Et si je n'étais pas parmi eux, ce n'était pas par lâcheté, non, mais par simple hasard. En tout cas, mon tour vient au courant de cette semaine probablement. Mes souffrances physiques prenaient fin vers septembre 43, depuis que j'apprenais à mon chef la règle du jeu de la belote. En jouant avec lui, j'étais dispensé de travaux durs et pénibles. À cette époque, je suis devenu formellement squelettique. Mes mains n'ont pas reconnu mon corps en le frottant. Mais depuis, je me rattrape. Et à l'heure actuelle, quand rien ne nous manque, et surtout depuis le mois de mai 44, nous avons eu abondance de tout, sauf la liberté chérie. Je suis très bien vêtu, logé et nourri. Je suis en parfaite santé, sans ventre, naturellement bien svelte.
et sportif, sauf ma tête blanche. On me donne 30 ans. Pendant tous ces 20 mois ici, j'ai toujours considéré comme mon plus agréable temps celui sur mon lit, où je me suis couché avec l'idée que je suis parmi vous, que je vous parle. Et souvent, je vous voyais dans mes rêves. Quelquefois, je pleurais même avec vous, surtout le soir des premiers kippours, ou Kol Nidre, ce que nous avons improvisé chez nous. Je pleurais beaucoup en songeant que vous aussi faites de même, quelque part, dans un coin, en cachette, pensant à moi. Je voyais toujours Simone s'éloigner le jour du 17 février, en compagnie de M. Vanhem, quand je la suivais par la fenêtre. Et plus d'une fois, en me promenant dans les vastes halls du crématorium vide, je prononçais à haute voix le nom de Simone, comme je l'appelais, et j'écoutais ma voix qui résonnait. Ce mot chéri que je ne devais malheureusement plus employer, ça, c'est la plus grande punition que notre ami pouvait nous infliger. Depuis que je suis là, jamais je n'ai cru en la possibilité de revenir. Je savais, comme nous tous, que toute liaison avec l'autre monde est interrompue. C'est un autre monde là. Si vous voulez, c'est l'enfer. Mais l'enfer de Dante est immensément ridicule envers le vrai d'ici. Et nous, comme témoins oculaires, ne devons pas survivre. Malgré tout, je garde de temps en temps une petite étincelle d'espérance. Peut-être par un miracle quelconque. Moi qui avais déjà tant de chance, un des plus âgés de tous ici, passé par tant d'obstacles. Peut-être arrivera-t-il le miracle final. Mais alors, j'arriverai avant qu'on retrouve cette lettre enterrée. Sachez aussi que tous ceux qui étaient transportés de Drancy sont morts, comme Michel, Henri, Adèle avec les enfants, et tous nos amis et connaissances. Là, je ne me rappelle plus leur nom. J'étais heureux, là, dans mes souffrances, en vous croyant en vie. Et depuis que j'ai eu votre lettre personnelle avec l'écriture de vous deux, que j'embrasse assez souvent, depuis ce temps-là, ma satisfaction est comblée. Je mourrai tranquillement, sachant que vous, au moins, vous êtes sauvés. La plupart de mes collègues d'ici ont amené avec eux leurs familles entières, et surtout les Polonais, qui sont absolument les seuls survivants, pour le moment. Et nous sommes là, de différentes nations du pays. Parmi les Polonais, il y a un Figlarz, qui est un cousin du père de notre Figlarz. À propos, qu'est-il devenu? Et aussi des personnes qui ont connu Michel et Eva dans le ghetto, etc. Je vous demanderai un service à me faire. Je vivais ici avec un camarade de mon transport, une vie commune, un juif français, un certain fabricant et commerçant de fourrure de Toulouse, un nommé David Rana. C'était convenu entre nous de communiquer mutuellement les nouvelles à la famille de l'autre en cas de disparition d'un de nous. Et comme, par regret et malchance, lui est parti avant moi, c'est à moi de faire savoir à sa famille, par votre intermédiaire, que sa femme, Madame Lahana, était morte 3 semaines après notre arrivée ici. Elle était arrivée vivante dans le camp avec 30 autres Françaises qui étaient déjà toutes mortes. Et lui-même est parti dans un transport composé de 200 personnes, tous 10 hommes d'or commando, le 24 février 1944, à Lublin, où ils étaient exterminés quelques jours après. David était un ange, un camarade incomparable, vite de sa famille, qui pensait toujours à ses deux fils avec un amour super paternel, en les croyant naturellement sauvés en Espagne, et aussi à sa mère, comme à ses sœurs et beaux-frères. Il répétait toujours en détresse, « Bon Dieu, bon Dieu,
Mon Dieu, pourquoi me donnez-vous tant de la peine? Pitié, pitié. Et c'est moi qui l'ai consolé. Lui qui ne savait ni allemand, ni polonais, ni yiddish, se trouvait toujours en mauvaise situation, d'où je l'ai retiré, mais je ne pouvais pas le sauver du transport. Dieu est mon témoin. Écrivez donc une lettre à l'adresse de cette famille, certainement bien connue à Toulouse, pour donner des renseignements les concernant, ou bien par une autre voie. Ses beaux-frères, Babini, si je ne me trompe pas, tiennent un magasin de soieries et d'articles de Chine, boulevard de Malesherbes. Essayez donc de le retrouver par là. Je vous prie de ne jamais oublier le bien que le concours de nos amis ont fait pour vous en mon absence, comme les Martinelli, les Van Hem et d'autres filialieux. N'oubliez pas que si vous êtes en vie, c'est grâce à Dieu et à eux. Malheureusement, je n'aurai pas la satisfaction de m'acquitter personnellement. Il ne me reste que de leur envoyer mes sincères remerciements et de meilleurs vœux. Des vœux exprimés par un homme avant sa mort seront exaucés par la Providence. Ma lettre arrive à la fin, comme mes heures même, et je vous adresse le cyprès Mathieu pour toujours. C'est le dernier salut. Je vous embrasse bien, bien pour la dernière fois. Et je vous prie encore une fois de me croire que je m'en vais allègrement, en sachant que vous êtes en vie et que notre ennemi est perdu. Il est même possible que par l'histoire des Sonderkommando, vous apprendrez le jour exact de ma fin. Je me trouve dans la dernière équipe de 204 personnes. On liquide actuellement le crématorium numéro 2, où je suis. Et on parle de notre propre liquidation pour le courant de cette journée. Excusez-moi pour mon texte étourdi comme pour mon français. Si vous saviez dans quelles circonstances j'écris. Qu'il m'excuse aussi tous les amis que je ne nomme pas par impossibilité de place et à qui je fais mes derniers adieux en commun en leur disant vengez pour vos frères et sœurs innocemment tombés sur l'échafaud. Adieu, ma chère femme et ma Simone chérie. Exécutez mes vœux et vivez en paix. Je vous garde. Mille baisers. Votre mari et père, Herman. À la réception de cette lettre, je vous prie d'accuser Madame Germaine Cohen de la Bank Union à Salonique en Grèce, que Léon partage mon sort, comme il a partagé mes souffrances. Il embrasse tout le monde et recommande Bill spécialement à sa femme. Daniel et Lily sont morts aussi depuis longtemps. L'avocat Yacon est mort avec toute sa famille il y a un mois. Herman. Quelques mots sur mon grand-père. Son nom de naissance est Hersch Strasvogel. Il est né le 16 décembre 1895 à Varsovie. Il appartient à une famille nombreuse. Il avait 2 sœurs et 3 frères. Son deuxième prénom, Hermann, est la francisation qu'il avait choisie en arrivant en France le 27 décembre 1929. Son épouse, Riona Ella, née le 18 septembre 1898, que ses petits-enfants appelaient Mamie Hélène, et sa fille Sima, qu'il appelle Simone dans sa lettre, née le 27 janvier 1927, date fort extraordinaire, elle aurait eu 99 ans demain, le rejoignent quelques mois plus tard, au début de l'année 1930. Le choix de ce deuxième prénom aura une importance capitale dans la suite de l'histoire de cette lettre. Il a été dénoncé probablement par un voisin qui voulait récupérer l'appartement dans lequel il vivait avec ma grand-mère et ma mère.
Il est arrêté lors d'une rafle à Paris le 20 février 1943, en même temps que son frère Itzhak, né en 1891. Il est interné au camp de Drancy du 21 février 1943 au 1er mars 1943 et déporté à Auschwitz par le convoi numéro 49 du 2 mars 43. Il avait 48 ans à son arrivée à Auschwitz. En mars 2001, il y a donc un peu plus de 24 ans, ma mère souhaite que le nom de son père soit inscrit sur le mur des noms, au mémorial de la Shoah à Paris. Elle dépose donc une demande au mémorial. Puis, le 29 janvier 2002, un an plus tard, elle dépose une photo de mon grand-père, celle que vous voyez à l'écran, et un document décrit comme lettre écrite de Birkenau le 6 novembre 44. Ce document est alors archivé sans plus d'intérêt pour son contenu. Tout commence alors par une recherche menée essentiellement dans les archives du mémorial par Karen Tayeb, responsable des archives du mémorial, en vue de la publication d'un ouvrage consacré aux lettres écrites par des Juifs déportés de France depuis les camps d'Auschwitz-Birkenau et de ses commandos. En effet, elle avait plusieurs fois rencontré ce type de courrier dans les archives du mémorial. C'est ainsi qu'elle décidait de consulter chaque référence du catalogue du mémorial qui mentionnerait les mots-clés lettres, cartes, mots plus Auschwitz, Birkenau, Monowitz, Jaworzno. En plus des cartes et lettres écrites dans le cadre de la Brief Action, c'était une opération de désinformation menée par les nazis dans le camp d'Auschwitz-Birkenau qui permettait à certains déportés d'envoyer des cartes à leurs familles sous très stricte censure. Karen Tayeb recherchait également les papiers écrits à Auschwitz-Birkenau et dans les camps annexes. C'est probablement en 2018 qu'elle a ouvert le dossier conservé dans la boîte 991 contenant une lettre écrite de Birkenau le 6 novembre 44, la lettre donnée par ma mère. Elle comprenait immédiatement, à la lecture de la copie de cette lettre manuscrite qu'elle avait entre les mains, qu'il s'agissait d'une lettre écrite par un membre du Sonderkommando de Birkenau, et sa première réaction fut de penser « Il y a une deuxième lettre écrite en français par un membre du Sonderkommando, en plus de celle de Chaim Herrmann dont elle connaissait l'existence. » Et c'est là que l'histoire devient folle. Cette lettre, écrite par mon grand-père, avait été trouvée le 26 février 1945 lors de la découverte du camp d'Auschwitz-Birkenau par un membre de la Croix-Rouge polonaise nommé Andrzej Zaorski. Cette date du 26 février est une date que je ne peux oublier, car je suis né 10 ans plus tard, jour pour jour, le 26 février 1955. Elle se trouvait alors dans une bouteille en verre, enterrée dans le sol et parfaitement conservée. La lettre a alors été envoyée à la mission française à Varsovie, puis en France au ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre. Ce ministère a tenté de retrouver la trace de ma grand-mère et de ma mère, mais sans succès. Une version dactylographiée de la lettre a alors été envoyée à l'amicale des anciens déportés d'Auschwitz pour qu'un appel à témoins soit lancé en janvier-février 1948 dans le bulletin de cette amicale afin de retrouver les destinataires de cette lettre. L'amicale fait une mauvaise interprétation. Si la lettre est adressée à l'épouse et à la fille de l'auteur, il n'est dit nulle part que Hermann était leur nom de famille. On sait en revanche que les destinataires, ma grand-mère et ma mère, sont finalement retrouvés et que la lettre a bien été remise le 2 mars 1948. Encore une terrible coïncidence. Terrible ironie de l'histoire, c'est précisément le même jour, à 5 ans d'intervalle, la date exacte de la déportation de mon grand-père de Drancy à Auschwitz. En parallèle, dans les années 1960, une copie de la version dactylographiée est remise au musée d'Auschwitz. Il semble que c'est à cette époque que la lettre a été attribuée par deux historiens polonais, Jadwiga Bezinska et Danuta Tchek, à Chaim Herrmann. A priori, seule la signature Herrmann à la fin de la lettre a servi à identifier l'auteur. Pourquoi attribuer cette lettre à Chaim Herrmann? Plusieurs coïncidences étonnantes. Cet homme a également été déporté à Auschwitz par le convoi numéro 49, comme mon grand-père. Dans la liste de déportation de ce convoi,
Un seul déporté porte ce nom de famille Hermann et la lettre lui est attribuée d'office. Son nom s'écrivait Hermann avec 2 N à la fin suivant la liste des déportés. De plus, Chaim Hermann était également né à Varsovie le 15 mai 1904 et il habitait aussi dans le 11e arrondissement de Paris comme mon grand-père. À Drancy, ils sont affectés dans la même chambrée, numéro 2, escalier 15. Chaim Hermann était célibataire et sans enfant. Personne ne s'est jamais manifesté pour mettre en doute cette affirmation, pas même un ami ou une connaissance. Dès lors, l'erreur est reproduite chaque fois que le texte de la lettre est publié. De fait, le seul manuscrit écrit en français par un membre du Sonderkommando de Birkenau entre dans l'histoire comme ayant été écrit par Chaim Hermann. Pour revenir à la traque de cette lettre par Karen Tayeb, elle a alors décidé de comparer cette lettre à celle attribuée à Chaim Hermann. En réalisant qu'il s'agissait du même texte, elle a d'abord été stupéfaite, ensuite intriguée, finalement troublée. D'un côté, le texte de Chaim Hermann plusieurs fois cité et publié, d'un autre, la copie d'une lettre manuscrite qui ne pouvait avoir été faite qu'à partir du document original. Mais pouvait-il alors s'agir d'une retranscription? Elle avait déjà rencontré ce cas. Elle tente alors de prendre contact avec ma mère. Elle est malheureusement décédée un an plus tôt. Grâce à un cousin, le fameux fil de l'Arche dont mon grand-père parle dans sa lettre, elle retrouve ma trace et celle de ma sœur. En parallèle, elle prend contact avec un historien allemand, Andreas Kilian. Andreas s'intéresse à l'histoire des Sonderkommando depuis plusieurs années déjà. Andreas Kilian lui explique qu'il est alors à la recherche de la lettre originale de Chaim Hermann depuis plusieurs années, car comme tous, il n'a eu accès qu'à la retranscription qui circule depuis plusieurs années. Sans certitude encore sur l'erreur commise sur l'auteur de la lettre, elle ne peut partager avec lui toutes les informations dont elle dispose. Quelques semaines plus tard, Karen Tayeb me reçoit au mémorial. Nous sommes alors le 16 mai 2018. Après m'avoir posé quelques questions sur ce que je savais de la lettre de mon grand-père, quand ma mère et ma grand-mère l'ont reçue, et surtout après que je sorte le document original de son enveloppe, elle me raconte l'histoire de la lettre. La lettre de mon grand-père est connue du monde des historiens. Elle a été partiellement reproduite, souvent citée, mais attribuée à un autre homme, Chaim Hermann. La somme d'informations qu'elle me transmet à ce jour-là est conséquente et a évidemment provoqué une très forte émotion. Je lui confie alors le document pour qu'il soit numérisé en haute définition. Il faudra quelques mois pour qu'en accord avec ma sœur jumelle Béatrice, qui habite près de Grenoble, nous fassions le choix de donner le document mémorial. Cela sera fait le 7 octobre 2018. J'ai voulu aujourd'hui vous raconter cette histoire, la version de l'histoire de la quête de l'archive originale. Finalement, que la lettre ait été écrite par mon grand-père et non par Chaim Hermann ne change rien aux informations qu'on peut y trouver et qui ont été utilisées par de nombreux historiens et qui le seront encore dans les années à venir. Cette lettre, en dehors du témoignage historique glaçant sur ce qu'étaient les Sonderkommando, montre de la part de mon grand-père une humanité profonde, un souci des autres malgré sa situation terrible. Il a été nommé de nombreuses fois dans le livre d'un autre membre des Sonderkommando, Marcel Nadjari, prisonnier grec et survivant des marches de la mort. Dans son livre de témoignages, il dit de lui: on était devenus les meilleurs amis. Ce fut une belle aventure, mais qui laisse aussi des regrets. Le plus grand étant de ne pas avoir connu l'histoire extraordinaire, en 2 mots, de cette lettre dès 2002 et de ne plus jamais pouvoir obtenir les réponses aux questions que nous nous posons encore après le décès de ma mère en 2017. C'est par exemple de savoir si ma mère avait lu cette lettre dès 1948 et qu'elle aurait alors suivi à la lettre les instructions de mon grand-père sur sa vie de femme, ou si, comme elle nous l'avait dit, elle n'aurait eu connaissance de cette lettre qu'en 1989, lorsqu'il a fallu vider l'appartement de ma grand-mère après son décès. Jamais je n'aurai une réponse à cette interrogation.
Je termine cette présentation par quelques remerciements et quelques références si vous souhaitez en savoir plus. Je tiens à remercier tout particulièrement Karen Tayeb et Andreas Kilian, qui nous ont permis de réattribuer la paternité de cette lettre à notre grand-père. Je remercie également profondément Michel Audesser, un cousin éloigné qui nous a retrouvés en 2019 lors du colloque au mémorial de la Shoah en janvier 2019, mais proche de mon cœur, pour le travail de recherche incessant sur la généalogie de notre famille. Un livre est en cours de rédaction, un livre auquel participeront la journaliste de France Culture Géraldine Mühlmann, Karen Tayeb, la responsable des archives du mémorial de la Shoah, Tal Brutmann, historien bien connu et spécialiste de la Shoah, ainsi que moi-même et ma sœur Béatrice. La parution de ce livre aux éditions Les Belles Lettres est prévue pour la fin septembre 2026. Et là, je vous présente là, donc là, c'est ma famille, c'est ma grand-mère ici, au milieu ma mère, et à droite Hermann. Et là, je vous présente quelques références si vous souhaitez en savoir plus. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous préciser si vous savez quelque chose de la date exacte du décès de votre grand-père? Euh, la lettre est datée du 6 novembre 1944. Oui. Il est probablement décédé une semaine plus tard, donc on peut dire entre le 10 et le 13 novembre 1944. Mais on n'a pas plus de précision sur la date exacte de son décès. Et est-ce que vous savez s'il a participé à la révolte des Sonderkommando du 7 octobre, date Non, funeste? d'après ce que nous disent les historiens, il n'aurait pas participé à cette révolte qui s'est passée au crématorium 2. Mhm. Lui, il était à ce moment-là au crématorium 3 Oui. et il pensait que la révolte des Sonderkommando était vouée à l'échec et il n'a pas voulu participer à cette révolte. Et est-ce que vous savez euh, quels autres membres de votre famille ont disparu pendant la Shoah? Oui, il y a une partie, donc il y a le frère de mon grand-père qui a été déporté en même temps que lui et qui est mort à Auschwitz. J'ai une partie de la famille de ma femme qui est décédée aussi à Auschwitz. De l'autre côté, les autres ont réussi à se cacher. La famille de mon père a réussi à se cacher aussi en zone libre. Mon père était à Grenoble pendant la guerre, Oui. mais on a perdu une partie de notre famille effectivement aussi à Auschwitz. Et est-ce que vous sauriez, est-ce que vous avez fait un témoignage à Yad Vashem pour qu'il y ait une feuille et un nom, Alors son nom est inscrit à Yad Vashem, mais les mais feuilles, non, il n'y a les pas de feuilles de feuille témoignage? non, il n'y a pas de témoignage qui a été fait pour le moment. Mais ça fera Oui. l'objet de mon prochain voyage en Israël. Mais Je m'enverrai voilà. sur place pour le faire. Oui, mais vous pouvez déjà le faire. Ça se fait par Internet, hein, c'est une Oui, feuille qui est faite. Vous nous avez montré votre famille, enfin votre grand-mère, votre grand-père et votre mère, oui. enfant. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous en savez, vous savez un petit peu plus? Vous avez parlé de votre cousin au dessert, hein, que vous Oui, aviez Michel rencontré au Odesser, oui, mémorial. Oui, que vous avez rencontré au mémorial de de la Shoah lors de la présentation. tout à fait. Est-ce que vous savez un peu plus sur la généalogie de votre famille en Pologne? Oui, Michel, justement, Michel a réalisé sur MyHeritage, il y a Hmm. un arbre généalogique de la famille, et Michel fait partie d'une branche plus éloignée d'un autre frère de mon grand-père. Parce que si vous voulez poursuivre des recherches, notre cercle vous accueillerait de très, très grand cœur. Ben, Mais ça, merci j'en à parlais à vous. Michel parce que c'est vraiment sa spécialité. Hmm. Il a fait un travail absolument remarquable. Et je vais lui en parler parce que ça peut être très intéressant pour enrichir un peu plus, parce qu'on est remonté jusqu'à mon arrière-arrière-grand-père. Merci encore. Bien. Merci encore pour ce témoignage très émouvant et vraiment nécessaire. Est-ce que pour les autres lettres, hein, puisque donc cette lettre dans des bouteilles de verre,
Il y a 6 lettres, les 6 autres lettres étaient écrites en yiddish. Non, Est-ce il y qu'il y a avait 8 lettres. huit Il y a lettres? 8 lettres. Il y en a une qui a été écrite en grec. C'est vrai. Et Une donc, lettre en grec, une lettre en français, et les 6 autres étaient écrites en yiddish. et celles qui sont écrites en yiddish, est-ce qu'elles ont été toutes attribuées? Est-ce que les familles Je ne sais pas. existaient encore? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je connais pas leur contenu. Donc, je peux pas savoir si elles étaient signées, s'il y avait une Mhm. indication qu'elles soient remises à quelqu'un, ou c'était simplement un témoignage. Ça, je ne sais pas. Merci. Tu ne veux pas, Jean-Pierre Stroveis, tu ne veux pas poser une question? Merci Claire de me demander. Non, je préfère écouter aujourd'hui. Disons que j'aurais été intéressé d'avoir le nom de jeune fille de l'épouse de votre grand-père. Vous l'avez Elle peut-être s'app- prononcé tout à l'heure rapidement, je n'ai pas noté. Elle s'appelait Vinica. Vinica. Winicka. Jean-Pierre Stroveis a mis en ligne et a complété l'ensemble du mémorial de la déportation des Juifs de France établi par Serge Klarsfeld, mis en ligne et complété. Et le prénom de ma grand-mère, c'était Chiona, Chiaona. Son deuxième prénom, c'était Ella, He2La. Ça, j'avais noté. Merci. Et j'ai aussi, je vais corriger, par, par exemple, je n'avais pas la bonne date de naissance de votre grand-père. Euh, Il y avait une date juste 1995, donc là vous avez donné la date Oui, exacte. oui, je l'ai retrouvé très précisément dans sa demande de dossier de naturalisation. Parce que le mémorial m'a très aimablement fourni tous les documents qui avaient servi au livre de Karen Tayeb. Et donc j'ai énormément de documents sur son dossier de naturalisation, sur la façon dont il était considéré. J'ai beaucoup de documents qui ont été récupérés auprès des archives de Caen et de Oui. Fontainebleau. Alors je voudrais préciser aussi que actuellement je vais souvent dans des collèges, dans des classes de troisième, pour présenter l'aide de mon grand-père. Alors, je l'ai fait encore la semaine dernière à Drancy, dans des classes de troisième. Et l'enseignante que je connais par ailleurs, parce que c'était une amie de ma fille, m'a dit qu'elle a jamais eu des élèves aussi silencieux et aussi intéressés, parce que d'habitude c'est un peu plus le bazar dans les classes. Et je l'ai moi-même constaté. Ma présentation a duré 2 heures et j'avais eu les questions des enfants un peu à l'avance. Et les questions étaient tout à fait pertinentes et c'était vraiment un moment extraordinaire. Et c'est la deuxième fois que je le fais à Drancy et je vais le faire aussi au mois de mars à Saint-Lô, aussi dans les classes de troisième, puisque la Shoah est étudiée dans les classes de troisième. Donc je vais à Saint-Lô pour continuer à parler de cette lettre, qu'elle soit connue et rétablir peut-être quelques contre-vérités sur ce qui s'est passé. Ben, merci beaucoup. Et donc, je suis heureuse de savoir que ça se passe, voilà, que c'est bien accueilli par les temps qui courent. Et oui, surtout par les jeunes, surtout par les enfants.